Donc Maya, toi, tu es responsable des partenariats et du pôle talent au sein de France Digital. Tu avais toi-même monté ta start-up dans le recrutement Tout à avant fait. de nous rejoindre. Bonjour Donc, Thomas. bonjour Thomas. Bonjour. Salut, moustache. Tu as une bonne vision, Maya, toi, du marché du recrutement. Du coup, qu'est-ce que tu as constaté en termes de marché de l'emploi déjà avant la crise? On avait fait des études au sein de France Digital sur le marché de l'emploi dans les startups avant la crise. Et maintenant, comment est-ce que les startups ont réagi et quels sont les besoins des startups aujourd'hui? Alors, déjà, avant la crise, ce qui est assez intéressant dans le secteur de la tech, enfin des startups, c'est que c'est un secteur très, très dynamique. Disons que si je me trompe pas, les chiffres qu'on avait avant crise, c'est que sur l'année 2020, les startups devaient créer 10% des emplois nets en France. Donc, effectivement, il y a une véritable croissance qui n'est que exponentielle. Et la particularité du secteur, si je devais résumer, c'est que on est sur le véritable problème, en fait, dans l'emploi, c'est qu'on manque de talent. Il y a une véritable pénurie. Les entreprises ont du mal à recruter et c'est un des premiers freins pour leur croissance. Le principal besoin, il se porte avant tout sur les profils techniques. Je crois que ça représente entre 60 et 70% des entreprises, enfin des startups aujourd'hui. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'on est sur un secteur, enfin sur ces profils-là en tout cas, on est dans une logique complètement inversée où ces profils ne vont jamais postuler en fait, et c'est les entreprises qui doivent aller les chercher. Certains développeurs rechignent à mettre leur CV sur des plateformes comme LinkedIn parce qu'ils se voient harcelés de coups de fil toute la journée par des chasseurs de tête. Et on est vraiment dans une logique où il y a plein de plateformes qui existent, et la plateforme que j'avais créée, Whiteboarder, en faisait partie, où ces profils en fait n'ont qu'à mettre leur CV à disposition et dire bonjour, coucou, je suis disponible, pour recevoir des dizaines de propositions d'emploi dans la journée. Donc, voilà, on est vraiment dans une logique inversée, c'est ça qui est assez intéressant. Les besoins du moment, d'ailleurs, se portent beaucoup sur des postes en data. C'était moins le cas il y a 5 ans. Et là, on voit aujourd'hui qu'il y a une véritable guerre sur la donnée et que c'est très important de la maîtriser. Et donc, on cherche énormément de profils comme des data scientists ou des data analysts. Je crois que respectivement, ça fait c'est 40 à 30% des besoins des entreprises aujourd'hui. Donc, voilà le constat. C'est très dynamique, ça crée de l'emploi et surtout, on est dans une logique complètement inversée où on a besoin d'aller chercher des talents. Il y a une véritable pénurie à ce niveau-là. Donc ça, c'était avant crise. Il s'est passé différentes choses. Je pense que le Covid a forcément impacté les startups, puisqu'on est quand même sur des entreprises qui, pour la plupart, notamment quand elles sont assez early stage, sont quand même assez fragiles et au niveau de leur trésorerie. Donc, pas mal on recourt au chômage partiel. Néanmoins, nous, on a lancé une opération chez France Digital qui s'appelle Confiner mais recruter, qui a eu pour but de recenser toutes les boîtes qui continuaient de recruter. Et il s'avère qu'on a eu beaucoup de retours, un gros taux de réponse. On a eu plus de 300 boîtes qui se sont signalées comme étant toujours en cours de recrutement. Donc, ces 300 sociétés représentaient plus de 3000 emplois, donc ce qui est énorme. Si je ne dis pas de bêtises, on a Back Market, par exemple, Back Market, qui est une start-up qui vend des objets high-tech reconditionnés, donc des téléphones ou des ordinateurs, qui nous a signalé plus de 75 postes ouverts pendant la période du Covid. Donc ça a été, voilà, on reste quand même sur un secteur très, très dynamique. Et ça va dans le sens e-commerce et back market, c'est deux étapes différentes du reconditionnement. Mais on avait tout à l'heure Benoît Varin, fondateur de e-commerce, qui était présent et qui effectivement nous donnait des chiffres de scaling énorme de leur activité pendant le confinement. Effectivement, je pense qu'il y a vraiment, enfin, le confinement a profité, je dirais, à certaines startups, parce que par essence, c'est des boîtes qui sont digitalisées et qui déjà travaillent plutôt bien en télétravail. C'est souvent, c'est très démocratisé dans les startups et elles sont outillées pour le faire. Donc ça, c'est la première phase. Et je pense aussi que la crise a pu profiter à des startups car c'est des structures qui sont quand même très agiles. Donc, il y a des entreprises qui ont pu rapidement pivoter, changer leur plan de bataille pour pouvoir s'adapter à la crise. Nous, dans les membres de France Digital, on a notamment Frishti. Frishti, c'est une application qui permet de commander des repas préparés ou aussi de commander des produits frais pour faire la cuisine. Donc, cette deuxième activité, elle fonctionnait déjà avant crise, mais c'était vraiment pas leur focus business. Et ils ont décidé, à partir du moment où on est passé en phase de confinement, de tout centrer là-dessus. Et c'est une décision qui a été prise très, très rapidement, et c'est ce qui leur a permis, pendant la crise, en fait, d'en profiter et de faire grossir une grosse partie de leur activité.
Ouais, exactement. Et ça a permis, pour avoir un peu discuté avec eux, j'ai l'impression qu'ils ont évité une grosse partie du chômage partiel en faisant basculer des commerciaux vers autre chose, des devs vers des nouveaux projets. Et donc voilà, donc ouais, effectivement, grosse agilité de la part des startups. Il y a beaucoup d'entreprises. Nous, on avait fait pendant le confinement un webinaire avec Serena qui parlait de son portefeuille de participation. Et effectivement, on a vu beaucoup de profils de commerciaux, donc qui sont plutôt là pour gérer la croissance, basculer sur la partie plutôt service client. Et donc, effectivement, ça a pu éviter le chômage partiel. Et c'est cette organisation très agile de pouvoir changer les personnes de poste de manière très rapide avec les bons outils, effectivement, qui a permis à certaines boîtes de naviguer sans trop de heurts. Et du coup, de quoi ont besoin les startups aujourd'hui et comment est-ce qu'on peut les aider post-crise? Le sujet, c'était pénurie de talents. Est-ce qu'on est toujours dans ce cas-là? Attirer des talents vers les startups? Comment on fait? Alors oui, on est toujours, effectivement, c'est assez marrant d'ailleurs qu'on soit avec Thomas aujourd'hui parce que c'est un sujet sur lequel on travaille aussi ensemble avec Open Classroom. Et effectivement, il y a beaucoup de compétences dont manquent les sociétés aujourd'hui. Et je pense à tout niveau, c'est-à-dire, je pense qu'il faut aller chercher des talents aussi bien à la sortie d'école que des talents plus seniors qui viennent de l'étranger, qui auraient pu développer des compétences dans d'autres types de structures. Donc nous, chez France Digital, on a différentes actions à ce sujet-là. Je vais me permettre de les présenter parce que ça marque bien, je pense, des solutions par rapport aux besoins. Donc aujourd'hui, en fait, ce qui va être contraindre une start-up, on va dire, par rapport à un grand groupe, c'est toujours le manque de budget. Même si on lève des fonds, on est quand même sur des structures qui sont pas forcément, en termes de ressources humaines, pas forcément toutes les ressources nécessaires pour pouvoir, par exemple, accéder à toutes les journées de recrutement des grandes écoles. Souvent, c'est des journées qui sont trustées par plutôt les grands groupes, qu'ils soient français ou américains. Et on va dire que quand un jeune étudiant sort d'école, dans sa tête, quand il va bosser dans la tech, il pense plutôt tout de suite Google. Parce que ce sont des entreprises qui mettent énormément de moyens là-dessus. Donc, je pense qu'il y a véritablement un enjeu à faire en sorte que dans l'esprit d'un étudiant, il puisse penser start-up directement et il faut faire connaître nos entreprises. Le problème, c'est que dans les startups qui recrutent, on a beaucoup d'entreprises B2B, donc business to business, ce qui fait qu'elles sont très peu connues du grand public. Donc il y a un enjeu, on parle de marque employeur. Et je pense qu'effectivement, nous, ce qu'on essaye de faire avec France Digital, c'est de créer une marque employeur globale qui permettrait... Excusez-moi, est-ce que vous entendez mon téléphone sonner? Oui, mais t'inquiète pas, ça va s'arrêter. Oui, je disais donc, je pense qu'il y a un rôle à fédérer et créer une grosse marque globale de l'écosystème des startups pour attirer ces étudiants et à créer des relations assez fortes avec les grandes écoles. Donc nous, c'est ce qu'on fait. On a notamment l'année dernière fait une journée qui s'appelle le Scale Up Fair, qui a permis de réunir des étudiants de l'INSEAD et de Polytechnique qui n'ont pas forcément l'habitude d'aller dans des toutes petites startups. On leur a présenté les quelques startups et scale-up de l'écosystème français. Ça a très bien fonctionné. On a eu plus de 300 étudiants qui se sont présentés. Et on a des super retours puisque près de 84% de toutes les entreprises présentes, donc ça fait plus de 30 entreprises sur 40, sont reparties avec 3 voire 4 profils en process de recrutement chez eux. D'ailleurs, je pense qu'Open Classroom en faisait partie, si je ne dis pas de bêtises. Donc, en fait, ce qui est génial, parce que c'est des profils, quand on réfléchit aujourd'hui, c'est des profils que des cabinets vont chasser directement à la sortie de l'école, sur lesquels ils prennent des success fees entre 25 et 30%, ce qui veut dire 10-15 000 euros. Et donc, pour une entreprise qui, en participant à un seul événement comme celui-ci, repart avec 3 profils, c'est une économie de 45 000 euros, grosso modo. Donc, c'est assez génial et je pense qu'il faut pousser absolument, continuer à construire des liens assez forts entre ces écoles et l'écosystème des startups. Après, voilà, ça, c'est pour la partie étudiant. Je pense que c'est bien d'aller chercher à la source. Ce dont on manque aussi aujourd'hui, c'est certains profils qui ont pu expérimenter ce qu'on appelle l'hypercroissance, parce que c'est le propre des startups, c'est de grandir très très vite, et c'est des situations qui sont assez inédites, et c'est très difficile à accompagner, et donc c'est toujours intéressant d'avoir des profils qui ont déjà pu connaître ça. Et ça, c'est des profils qu'on trouve souvent, par exemple, aux États-Unis. Et ce qui est assez drôle, c'est que quand on va dans la Silicon Valley, et on est allé notamment au mois de février dernier, lors d'un
événement qu'on appelle Tech for Values, ces profils-là, parfois, ils sont français. Et c'est là où on se rend compte que c'est assez dingue parce qu'on a des super profils d'ingénieurs qui sont formés en France et qui, et je parlais de marque employeur, en fait, se font happer par une espèce de rêve américain des startups, des grandes boîtes tech qui réussissent. Et c'est aussi notre rôle, en fait, de faire un peu du soft power et de montrer qu'en France et en Europe, on a aussi de très, très belles sociétés dans lesquelles ils peuvent rencontrer tous les challenges qu'ils ont pu déjà connaître aux États-Unis. Donc, c'est important, je pense, d'aller faire un peu de marketing sur ce qu'est l'écosystème tech français, sur ce que sont les startups françaises, parce que je pense que ce sont des super employeurs où on peut rencontrer de super challenges professionnels. Super. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Maya. Je vous propose de donner la parole à Thomas d'Open Classroom. Vous êtes une plateforme de formation en ligne. Quel bilan est-ce que vous faites de cette période de confinement? Est-ce que ça a permis d'accélérer la formation professionnelle? Et qu'est-ce que vous pensez de ce que doit devenir la formation professionnelle et la formation en ligne pour transformer les emplois de demain ou dynamiser l'emploi? Merci Marianne. Petite question pour le coup, ouais. Pas du tout ambitieuse. Est-ce que je peux dire un mot rapide sur Open Classrooms pour que tout le monde soit au courant de qui on est et pour savoir qui parle, parce que sinon je pense que les choses peuvent être un peu vagues. Donc on est une école en ligne, comme tu le disais. On propose 2 produits différents, 2 produits pédagogiques différents. On a plus de 600 cours en ligne accessibles gratuitement sur la plateforme avec 3 millions d'étudiants qui suivent ces cours chaque mois. Et en sus de ça, on a aussi une 50aine de parcours de formation construits sur une méthode pédagogique qui nous est propre, qui est originale, estampillée Open Classrooms, qui débouche sur un métier d'avenir, donc du code, IT, RH, marketing, business, etc., sanctionné par un titre RNCP avec une garantie d'emploi. C'est-à-dire que si l'étudiant ne trouve pas un emploi sous 6 mois, l'intégralité de sa formation est remboursée. On est une entreprise à mission, puisqu'on a précédé la loi Pacte en inscrivant la mission dans nos statuts en mai 2018. On est membre du Next 40 aussi. Donc pour revenir au sujet, sur un premier bilan, mais qui est vraiment fragmentaire en fait, parce que c'est assez tôt de la crise en matière d'éducation et de formation en ligne. Ce qui est intéressant, c'est que le confinement, ça a à la fois bousculé en profondeur tout le secteur sans exception. Donc ça va depuis la maternelle jusqu'à la formation professionnelle, depuis les tout petits jusqu'aux plus vieux. Et ça a aussi fait émerger de manière assez saillante des failles vraiment, vraiment béantes. Alors, entendons-nous bien, il ne s'agit pas de dire non plus de se plaindre que personne n'était prêt. Évidemment que personne n'était prêt à faire face à une pandémie globale et à faire basculer du jour au lendemain un appareil éducatif et un appareil de formation qui existe depuis très longtemps, qui est le fruit d'héritages multiples, extrêmement respectables. Donc évidemment, tout ça ne pouvait pas changer du jour au lendemain. Cela dit, il y a quand même des petits enseignements à tirer sur lesquels je vais revenir. Alors pour affiner les choses, je vais faire la distinction en fait entre d'un côté la partie éducation et de l'autre côté la partie formation professionnelle. C'est 2 pans complémentaires du même sujet, donc plutôt en gros formation initiale versus formation professionnelle. Sont 2 choses qui, 2 pans complémentaires encore une fois, mais dont les enjeux sont légèrement différents et c'est le bilan à en tirer est légèrement distinct d'un pan à l'autre. Alors sur l'éducation. Le premier élément que nous, on a vu et qu'on continue à voir, c'est un truc vraiment élémentaire, c'est que tout le monde n'est pas égal devant Internet. Tout le monde n'est pas égal devant Internet, je me fais la liaison. Et ça, je pense que le confinement l'a démontré de manière très éloquente. Alors, 88% des ménages en France ont accès à Internet. Beaucoup de gens, le taux d'équipement des ménages en termes de mobile, par exemple, est extrêmement élevé. Mais ça ne veut pas dire que tout le monde sait se servir de l'Internet de manière efficace et dispose d'un environnement adapté pour le faire. Et nous, on l'a vu jusque dans notre équipe, dans les membres de l'équipe Open Classrooms, puisque tout le monde s'est retrouvé effectivement à travailler à la maison, tout le monde sait se servir d'Internet chez nous, ça, il n'y a pas de souci. Par contre, on n'a pas l'environnement, certains n'ont pas l'environnement pour le faire. Et c'est particulièrement vrai à l'école et c'est particulièrement vrai dans les petites classes. La presse est pleine d'anecdotes sur ces décrocheurs qu'on verra plus, etc. Et sur ces gens qui, parce qu'ils n'ont pas accès à Internet ou parce qu'ils n'ont pas accès à de bonnes conditions d'Internet ou parce qu'ils ne savent pas se servir d'Internet, se sont retrouvés complètement laissés de côté
à cause du confinement et à cause de la crise. Et nous, ce qu'on en tire comme conclusion, c'est que en fait, aujourd'hui, Internet l'usage d'Internet est devenu une espèce de bien commun entre gros guillemets, et que il est temps de travailler à une propédeutique, en fait, une espèce de corps de formation élémentaire pour tout le monde, pour que chacun puisse se servir de l'outil de la manière la plus efficace possible et soit capable de suivre, en fait, et soit capable de survivre, entre guillemets, dans des conditions extrêmes comme celle-ci. Le deuxième élément, c'est que nous, sur la plateforme, on a vu une augmentation assez spectaculaire du nombre de connexions. Dans les premiers jours du confinement, on était à plus 50% par rapport à juste avant, ce qui veut bien dire que les gens, enfin les Français en global et les gens dans le monde entier, puisqu'on a des connexions on a eu des connexions de 140 pays dans le monde du monde, ont utiliser cette période un peu spéciale pour se former. On n'est pas les seuls dans ce cas-là, puisque toutes les grandes plateformes de formation, que ce soit Coursera, Udacity, etc., ont vécu et vu la même chose. Donc, en gros, les Français se sont formés pendant le confinement et c'est très très bien. Là où ça devient plus intéressant, c'est que au début de la crise, on s'est posé la question, nous, chez Open Classrooms, de se dire, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour aider, pour apporter notre pierre à l'édifice. Et donc, on a ouvert un produit chez nous qui s'appelle Spark, qui est un produit très simple de suivi de la progression pédagogique des étudiants. Donc, en gros, vous êtes étudiant, vous êtes ou alors pour une entreprise ou alors comme étudiant dans une université, le produit Spark Open Classrooms permet au personnel encadrant, donc aux professeurs ou aux responsables de formation, de suivre précisément quels cours ont été pris sur la plateforme, à quelle vitesse les cours sont pris, à quelle vitesse les compétences sont acquises, etc., etc. On a ouvert ce produit-là aux universités et aux centres de formation des apprentis, aux OF aussi, de manière gratuite, dès les premiers jours de la crise, et on a reçu une réponse tellement colossale qu'on s'y attendait absolument pas. En gros, ça fait 5000 établissements pour plus d'1,5 million d'étudiants au global. Donc, on a eu 5000 personnes, 5000 établissements, CFA, universités, organismes de formation qui nous ont dit « nous avons besoin de ce service-là ». Et donc, concrètement, les gens concrètement, les gens pluguent leur formation. Exactement. En fait, non, ils utilisent les ressources de formation du site d'Open Classrooms, mais par contre, ils ont accès à un service qui est normalement, ils ont accès gratuitement à un service qui normalement est payant chez nous, qui est un service de suivi. Okay. Et ça, c'est intéressant pour un sujet parce que ça montre que pendant très longtemps, l'éducation en ligne a été concentrée et articulée. Enfin, les questions autour de l'éducation en ligne ont été articulées autour des problématiques de contenu. Comment est-ce qu'on met des contenus en ligne à la disposition de tout le monde? Comment est-ce qu'on fait des contenus efficaces, etc., etc. Et ce que montre ça, et ce qu'a montré la crise et le confinement ces derniers temps, c'est qu'en fait, le problème, il n'est pas là. Les contenus, ils existent, ils sont disponibles, il y en a plein partout, il y en a plein sur YouTube, il y en a plein d'Internet. Le vrai souci, c'est l'accompagnement pédagogique des gens. Et en fait, on ne sait pas aujourd'hui encadrer l'éducation en ligne. Le vrai problème, en fait, c'est pas la capacité à fournir des contenus, parce qu'il y en a partout, mais de permettre un suivi pédagogique personnalisé dans tous ces aspects, à la fois sur la partie administrative, sur les inscriptions, etc., jusqu'aux interactions entre étudiants et professeurs ou sur les interactions entre les étudiants et les contenus. Ça, aujourd'hui, c'est littéralement pas pensé, en fait. La seule chose qu'on sait penser, c'est en gros, il y a des contenus en ligne, comment est-ce qu'on fait en sorte que on puisse mettre des compétences en ligne et permettre aux gens de les acquérir. On n'a jamais pensé à comment suivre les étudiants, comment faire en sorte que les étudiants progressent, comment faire en sorte qu'on puisse valider les compétences et faire en sorte de faire émerger vraiment de la formation efficace. Et donc, je pense qu'il y a un vrai sujet qui est sorti justement avec ces histoires de confinement sur comment repenser la formation en ligne, non pas sur on prend des cours, on prend un prof, on le met en ligne et puis voilà, mais comment faire en sorte que cette démarche, ce processus très complexe qu'est l'éducation, l'acquisition de connaissances, etc., soit encadré de la manière la plus efficace sur Internet. Donc ça, c'est la partie éducation. Sur la partie formation, la même remarque vaut aussi pour les entreprises et l'organisation de la formation professionnelle, puisque en fait, si on regarde la manière dont les entreprises fonctionnent aujourd'hui, les moyens pédagogiques sont pas forcément adaptés. C'est des choses qui fonctionnent encore beaucoup sur le modèle un peu traditionnel de la formation professionnelle en France, c'est-à-dire de manière très fragmentaire, avec pas vraiment de contrôle qualité, pas vraiment de réflexion sur comment organiser tout ça. Mais en fait, on pense, nous, de notre côté, que le vrai sujet, il n'est pas là, qu'il est en fait beaucoup plus large.
parce que le confinement a servi de catalyseur à un mouvement qui fonctionnait, enfin qui était déjà en branle en France, mais qui a pris des proportions beaucoup plus importantes ces derniers mois. Alors, sur la partie formation professionnelle, on a quand même en France des outils et des moyens qui sont absolument colossaux et qui ont été déployés il n'y a pas très longtemps. Donc, il y a la réforme du CPF de l'année dernière, le plan d'investissement dans les compétences, qui est un plan absolument magistral et vraiment très important, justement pour faire de la France une nation apprenante, et un contrat cadre qui vient d'être mis en place par Pôle emploi pour offrir des formations numériques aux demandeurs d'emploi. Le besoin est absolument colossal et en face, la France, comme pays, est en train de mettre en place des outils absolument colossaux et c'est, pour le coup, on ne peut que s'en féliciter. Si on regarde l'articulation avec le numérique, on se rend compte que Pôle emploi peut aujourd'hui faire des formations, offrir des formations 100% numériques à ses demandeurs d'emploi et donc théoriquement, peut le faire de manière, peut faire passer le sujet à l'échelle. Nous, chez nous, on a signé un accord avec Pôle emploi il y a de ça quelques semaines maintenant, au début à la fin du mois de mars, au moment où le confinement commençait à se mettre en place. La crise a vraiment dopé l'affaire et les gens de Pôle emploi ont vraiment poussé pour que le sujet se mette en branle le plus rapidement possible. Et nous, sur les 2 derniers mois, on a fait entrer 700 personnes en formation, donc 700 demandeurs d'emploi, ce qui est, du point de vue Open Classroom, c'est un effort extrêmement important parce que ça veut dire une infrastructure et la mise en place d'une infrastructure extrêmement importante sur un laps de temps extrêmement court. Donc, en gros, it's the right thing to do, c'est la bonne chose à faire. On a la capacité aujourd'hui de former par le numérique de manière efficace en suivant la progression des demandeurs d'emploi, des gens qui vont pouvoir, à l'issue de leur formation, s'orienter vers un métier d'avenir. Le vrai sujet pour nous, c'est très bien, donc ça a fonctionné, on est en train de le mettre en place, mais on est en train de parler de 700 personnes. Comment est-ce qu'on fait passer ça à l'échelle ? Comment est-ce qu'on utilise aujourd'hui le numérique pour se dire, c'est pas 700, mais c'est 7000 demandeurs d'emploi qu'on va arriver à former. Parce que, en fait, on voit bien que, vu la situation qui nous attend dans quelques mois à la suite de la crise, mais aussi de manière plus large, ce dont on parle beaucoup, c'est-à-dire tout ce qui est skills gap, donc défaut de compétences, besoin de reformation de gens dont les compétences ne sont pas adaptées au monde moderne, etc. Comment est-ce qu'on fait en sorte de passer d'un effort de formation qui est conséquent mais reste limité à l'échelle? Le numérique peut aider à le faire, mais il y a besoin de réfléchir, et pour le coup, c'est pas juste à la puissance publique et c'est pas juste aux entreprises de le faire, mais c'est à tout le monde de le faire ensemble. Comment est-ce qu'on peut faire en sorte de déployer des ressources qui sont disponibles, qui sont existantes, de manière beaucoup plus large pour faire passer les choses à l'échelle, et c'est à ce prix-là qu'on pourra devenir l'ambition de tout ça, c'est de devenir une nation apprenante, c'est-à-dire de faire en sorte que les ressources du numérique soient déployées de manière efficace au service de l'acquisition de compétences tout au long de la vie par tous les Français. Voilà, c'est à peu près le bilan que nous, on tire de la crise et du confinement de ces derniers mois. Non, mais c'est très vrai que tu dis, il faut effectivement avoir une nation apprenante, parce que on parlait du fait que le besoin était exponentiel dans les startups et qu'on manquait de compétences, parce que les compétences évoluent très très vite. Et donc c'est vraiment nécessaire d'être toujours à jour et d'évoluer tout au long de sa carrière. Et puis surtout, je n'ai pas de chiffres sur le dynamisme de l'emploi, mais des personnes qui passent par une start-up et qui derrière vont dans une PME qui n'était pas nécessairement digitalisée, mais qui vont faire monter en compétences les autres membres de la PME. Là-dessus, il y a une vraie capacité à venir émailler et à toucher toujours toute la chaîne de valeur. Voilà. Donc, merci beaucoup à tous les deux. Je rajoutais juste un dernier point qui va complètement dans le sens de ce dont tu as parlé tout à l'heure avec votre partenariat avec Pôle emploi. Nous, au sein de France Digital, on est persuadés que le sujet du chômage partiel et de l'activité partielle peut être réglé, en tout cas en partie, par le sujet de la formation. C'est-à-dire que quand on voit qu'on a 11 millions de salariés qui étaient en activité partielle au cours des derniers mois,
et qu'aujourd'hui, certains pensent que leur activité ne va pouvoir redémarrer qu'en septembre et donc aurait encore besoin de toucher à l'activité partielle. On pourrait imaginer un schéma hybride d'activité partielle où la prise en charge des coûts de formation viendrait compenser le coût pour les entreprises de prise en charge du chômage partiel. Donc ça, pour nous, c'est vraiment un sujet dont on a commencé à discuter avec différents ministères et il semblerait que c'est un simple jeu de finances publiques. C'est bien évidemment pas aussi simple que ça, mais le sujet est quand même un enjeu de finances publiques où alors que l'État a déjà provisionné de l'argent pour la formation professionnelle et d'une part, il y a de l'argent qui n'a pas été provisionné encore pour le chômage partiel. Si on arrive à faire passer les budgets d'un côté et de l'autre en poussant justement vers des plateformes comme Open Classroom, mais je pense aussi à plein d'autres, t'en as cité, il y a aussi Kokoroé ou d'autres. Là-dessus, on peut faire d'une pierre deux coups sur formation professionnelle, pénurie de talent, emploi et au passage développement des plateformes et des startups françaises. En tout cas, je pense que cette idée-là de une pierre deux coups, chez nous, France Digital, on est hyper attaché à ça. En début de séminaire, on parlait de faire d'une pierre deux coups environnement et numérique, transition écologique et numérique. Le financement des startups et des VC, ça fonctionne ensemble parce que c'est en finançant l'un qu'on arrive à financer l'autre. Donc je pense que voilà, on a réussi on est assez chez France Digital, on arrive plutôt à démontrer ce que c'est que scaler et de viser toute la chaîne de valeur. Donc merci à tous les deux pour cette Office Hour.